Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel agro-webinaire du mardi pour aujourd'hui revenir sur la thématique agriculture numérique. Et aujourd'hui, on va parler du suivi de l'état sanitaire de la vigne avec l'apport des images drones et Sentinelle-2. Et j'ai le plaisir pour ce webinaire d'accueillir trois intervenants complémentaires. Ève Laroche-Pinel, qui est doctorante en télédétection de la vigne et qui est en contrat CIFRE avec l'entreprise Terranis et étudiante de l'école d'ingénieurs de Purpan. Jacques Rousseau, qui est responsable des services viticoles au groupe ICV, Institut coopératif du vin. Et Harold Clénet, qui est enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan. Je vais demander à Ève de mettre son partage d'écran. Pendant ce temps-là, moi, je vous rappelle, pendant que vous arrivez progressivement, que vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et moi-même. C'est le bouton discussion ou converser ou chat, selon votre version, qui vous permet de nous faire part d'informations ou d'éventuels soucis techniques, ce que je n'espère pas, bien évidemment. L'autre bouton est le bouton QR. Et là, question-réponse, on vous encourage vivement à utiliser ce bouton tout au long des trois interventions. Et à la fin des trois interventions, les intervenants vous répondront en direct par mon intermédiaire et la reformulation de vos questions. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire et Ève va pouvoir démarrer ce webinaire. Ève, tout est OK. Vous avez la parole. Très bien, merci Philippe. Donc, effectivement, donc Ève Laroche-Pinel, donc je suis ingénieure en agriculture, doctorante en télédétection donc en dernière année, en thèse CIFRE, donc en collaboration avec l'entreprise Terranis et l'UMR d'INAFOR, donc affiliée à INRAE, et l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc, comme l'a dit Philippe, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'état de nos recherches en fait, sur l'apport des images drones et Sentinelle-2 pour le suivi de l'état de la vigne, donc avec une petite présentation rapide sur notamment la détection de l'inflorescence dorée et un complément un peu plus important, puisque c'est le sujet de ma thèse, sur le suivi de l'état hydrique de la vigne. Donc, un petit rappel au niveau historique de nos projets. Donc, on a eu beaucoup de projets qui regroupent plusieurs instituts, donc au niveau enseignement et recherche, mais également des partenaires privés et institutionnels, et des financements de la région ou des organismes comme la BPI. Donc, le premier projet qui a démarré donc, en 2014, ça a été la détection de la flavescence dorée de la vigne, donc avec déjà donc, une thèse qui s'est terminée en 2017, un chercheur donc, post-doctorant et deux stagiaires d'ingénieurs. Ensuite, on a eu plusieurs phases de recherche aussi pour aider à la fertilisation de la vigne. Et un dernier donc, qui a commencé avec ma thèse en 2018 sur la problématique de statut hydrique, donc avec également plusieurs étudiants de différentes écoles d'ingénieurs. Je vais vous faire un petit récapitulatif pour commencer au niveau télédétection, pour revoir un petit peu les bases et mieux comprendre aussi le choix des capteurs. Donc, le principe général de la télédétection, l'idée, c'est de pouvoir mesurer à distance en fait, un objet, partant du principe que chaque objet va absorber et refléter une énergie qu'il va recevoir en fonction de sa composition ou de sa structure. Quand on parle de télédétection, on a déjà des premiers capteurs, on va dire, qui sont dits passifs, c'est-à-dire des capteurs optiques. Là, on va juste se baser sur la lumière qui va être émise par le soleil et le capteur va mesurer la lumière reflétée, en fait, l'énergie reflétée par l'objet ou la végétation. Donc ici, on est dépendant du soleil. On va plutôt mesurer des réflectances, donc dans les longueurs d'onde du visible, ce que nous, on voit à l'œil nu de 400 à 800 nanomètres environ, mais aussi jusqu'au lointain infrarouge, donc dans les 2500-3000 nanomètres. On a aussi des capteurs qui sont dits plutôt actifs, où là, on va se passer en fait d'une source extérieure, puisque le capteur va à la fois émettre l'énergie et mesurer ce que la végétation va refléter. L'avantage, c'est que donc on peut le faire la nuit ou en présence de nuages. Et cette fois-ci, c'est basé sur plutôt des longueurs d'onde, donc radar,
ou LIDAR qui vont être avec des LED visibles, infrarouges ou ultraviolets. Aujourd'hui, les capteurs dont je vais vous parler, ça va être vraiment que des capteurs optiques, donc passifs. Donc, quand on parle ensuite de capteurs en télédétection, il y a 3 paramètres qui sont très importants et qui peuvent aussi nous aider à choisir quel type de capteur on va utiliser. La première, ça va être la résolution spatiale. C'est la taille du plus petit élément en fait, qu'on va pouvoir voir sur l'image. Donc bien sûr, on a premier capteur, ça va être les drones. On va avoir une résolution la plus fine. On va être de 10 cm, voire même 1 cm. Donc là, ça va vraiment nous permettre de pouvoir voir les rangs, les interrangs, des choses à l'échelle de la feuille. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du drone. Et ensuite, plus on va s'éloigner, donc on va avoir des vols avions à 1 mètre. On a aussi des satellites qui ont des résolutions à environ 1 mètre et d'autres satellites avec des résolutions un peu plus importantes, contre à 1,50 m ou Sentinelle-2 avec des bandes entre 10 et 60 mètres. Le deuxième paramètre qui est très important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la résolution spectrale. En fait, c'est ce qu'on va pouvoir mesurer sur la végétation. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du spectre lumineux, donc il va refléter un peu dans le visible. Et dans l'infrarouge, on parle de proche infrarouge, near infrared, ou de lointain infrarouge, shortwave infrared. Ici, ce que je vous montre, c'est un spectre de vigne, donc saine. On voit les pics d'absorption ici, notamment de la chlorophylle. Donc, dans le visible, on va plutôt pouvoir voir des concentrations en pigments. Dans le proche infrarouge, ici, on va plutôt être au niveau de la structure de la feuille, donc l'organisation des cellules au niveau du parenchyme, par exemple. Et ensuite, on a également des pics en fait, d'absorption de l'eau, donc dans le NIR et dans le SWIR, lointain infrarouge. Donc ici, on a ce qu'on appelle la réflectance avec un capteur hyperspectral, puisqu'on a la réponse de la végétation tous les 1 nanomètre. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant à analyser. Cependant, ces types de capteurs donc sont très coûteux, très lourds, très compliqués à mettre en place et pas forcément pour l'instant disponibles, en tout cas actuellement en service, dans des drones ou dans des satellites. Ça va plutôt être des mesures terrain et plutôt appliquées à la recherche, vu le prix et le temps que ça prend, mais c'est très intéressant pour pouvoir comprendre un peu tout le spectre de la végétation. Aujourd'hui, ce qui est plus utilisé, ce qui est le plus disponible au niveau capteur, ça va être des capteurs qu'on appelle multispectrales. Donc ici, j'ai mis l'exemple de Sentinelle-2. En fait, on va avoir vraiment une dizaine de bandes, par exemple pour le satellite Sentinelle-2. On va avoir des moyennes, donc des moyennes de réflectance dans le bleu, vert, rouge, infrarouge et SWIR. Par exemple, ici, on a 3 bandes dans le SWIR qui vont être vraiment des moyennes. Donc, plus on va avoir de bandes nombreuses, plus on va pouvoir voir de choses et plus elles vont être fines également, plus ça peut être intéressant. Donc là, ça va être plutôt ce genre de capteur qu'on va avoir de disponible dans les satellites et dans les drones. Sachant qu'il y a quand même quelques missions qui ont été lancées cette année, l'année dernière, notamment allemandes et italiennes, avec des satellites avec une centaine de bandes. Donc, quand on arrive à une centaine de bandes, on peut presque parler d'hyperspectral, en fait, parce qu'on va avoir pratiquement tout le spectre. Mais au niveau prix, ça va être autre chose. Le troisième et dernier paramètre qu'il faut également prendre en compte, notamment quand on parle de suivi de la végétation, ça va être le temps de revisite en fait, entre 2 images. Donc, au niveau de tous ces paramètres, en fait, c'est très compliqué, comme vous avez peut-être pu le comprendre, de tous les combiner et d'avoir un grand nombre de bandes avec une résolution spatiale très fine et une résolution temporelle la plus petite possible. Alors, je vous ai mis un petit peu un récapitulatif des satellites avec lesquels on a travaillé dans nos différents projets. Alors, celui qui regrouperait, on va dire, un peu tous les critères, notamment on a Worldview 3, donc avec 16 bandes, des résolutions spatiales donc, qui diffèrent selon les bandes, mais de 30 cm à 4 mètres. Le problème, ce qu'on voit tout de suite, c'est un peu, on va dire, le 4e critère, j'ai envie de dire, sur le choix des capteurs, ça va être le prix au kilomètre carré. Puisque l'idée, nous, c'est quand même d'essayer d'arriver à des produits commercialisables, des outils qui puissent être utilisés le plus possible dans les filières. Donc, clairement, avec ce satellite-là, on va être sur des prix beaucoup trop importants pour des suivis, par exemple.
Et si on regarde ces critères-là, en fait, nous, on a choisi Sentinelle-2 parce qu'on a quand même une dizaine de bandes. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, notamment dans le SWIR, je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup pour l'instant de satellites qui ont des bandes dans ce domaine-là et qui est intéressant pour le suivi du contenu en eau. On a des résolutions spatiales entre 10 et 20 mètres pour les bandes qui sont utilisables pour la végétation. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est une résolution temporelle tous les 5 jours. C'est-à-dire qu'en fait, Sentinelle, c'est une constellation de 2 satellites. Donc, on est sûr qu'il y en aura un qui va repasser tous les 5 jours au même endroit, tout le temps. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de nuages, on aura forcément une image disponible et qu'on peut traiter. Et le gros avantage également pour un potentiel service, c'est que ces images sont gratuites. Donc, il n'y aura que le coût, on va dire, de l'analyse de l'image. Il n'y aura pas le coût de l'image. À côté de ça, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc les drones. Alors, généralement, pour une histoire de taille, bien sûr, on a pour la plupart des drones qui sont en service actuellement quand même beaucoup moins de bandes disponibles. Généralement, ça va jusqu'au Red Edge et peut-être une bande dans le prochain infrarouge, mais c'est assez restreint pour l'instant. Mais le plus intéressant, c'est vraiment la résolution spatiale. Ensuite, le temps, on va dire résolution temporelle, on ne peut pas forcément parler de ça, ça va surtout dépendre aussi des batteries du drone. Nous, on s'est rendu compte que sur le terrain, déjà, par exemple, de pouvoir cartographier tout un domaine de 50 hectares la même journée, clairement, ce n'est pas possible. Quelque chose qui est faisable avec des satellites qui n'est pas faisable au drone. Donc, on ne va pas vraiment avoir les mêmes applications. Donc, la première, le sujet principal sur lequel on a utilisé des drones, c'est la détection de maladies de la vigne, et notamment la flavescence dorée. Donc, la flavescence dorée, on appelle ça un petit peu le sida de la vigne, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la vigne est contaminée, donc c'est un insecte en fait, qui est vecteur d'un phytoplasme, à partir du moment où il contamine un pied, il va forcément mourir d'ici 1 à 3 ans. Il n'y a pas de produits curatifs, en fait. On ne peut pas pallier à ça. Il y a juste des traitements préventifs qui sont obligatoires. Donc, on a à peu près, en 2017, il y avait donc à peu près 70% du vignoble français qui était dans la zone de plan de lutte obligatoire. Donc, c'est-à-dire que c'est des traitements qui sont obligatoires pour lutter contre l'insecte qui est vecteur de la maladie. Et c'est plutôt croissant, puisqu'en 2018, on avait atteint 75% du vignoble français qui était dans une zone de lutte obligatoire. Donc là, il y a une grosse problématique de pouvoir identifier en fait, rapidement les pieds malades, puisque un pied malade, en une année, il peut en contaminer 10. Donc vous imaginez, en quelques années, ça peut aller très très vite. Le problème, c'est que donc, les symptômes sont ce qu'on a remarqué pendant nos campagnes, les symptômes sont assez variables. Il y a toujours un rougissement des feuilles pour les cépages rouges. Sur les cépages blancs, on est plutôt sur un jaunissement, plus donc un enroulement de la feuille, un non-aoutement des rameaux et dessèchement des grappes. Mais par exemple, ce rougissement sur les cépages rouges, il va différer des cépages. On en a qui vont faire du rouge très foncé, voire bordeaux, d'autres du rouge très clair. Donc, au niveau des campagnes terrain, donc on a fait passer des drones dans des parcelles avec des pieds atteints, en fait, et avec un GPS centimétrique. Donc, on est allé sur des parcelles repérer tous les pieds qui étaient atteints de la flavescence dorée, les pieds qui étaient atteints d'autres maladies à rougissement et des pieds sains. Donc, il y a eu deux articles, donc, si vous voulez avoir vraiment les détails des résultats donc, qui ont été publiés suite à la première thèse qu'il y a eu sur ce sujet-là. Les 3 gros résultats, en fait, c'est que c'est assez facile de faire la différence entre pieds sains et pieds malades, globalement. Mais le premier problème, ça va être de faire la différence entre des pieds qui sont atteints de la flavescence dorée ou d'autres maladies qui font aussi des décolorations. Donc ça, c'est une grosse problématique. Et la deuxième, ça va être des différences entre parcelles et entre cépages. Comme je disais tout à l'heure, les symptômes ne s'expriment pas de la même façon. Donc, c'est assez compliqué de faire la différence entre d'avoir un même modèle, par exemple, pour un tel ou tel cépage. Donc, sur ça, on a encore beaucoup de recherches à faire et des projets encore en cours dont je vous parlerai à la fin au niveau perspective. Au niveau du statut hydrique, cette fois de la vigne, donc, qui est plus le sujet, le cœur de ma thèse. Donc, l'idée, c'est que la vigne, de base, on a quand même
besoin d'une certaine contrainte hydrique pour arriver à une certaine qualité de raisin et donc de vin. Mais avec le changement climatique et l'augmentation au niveau fréquence des sécheresses, l'augmentation de la chaleur et la baisse de disponibilité en eau, on va avoir vraiment des gros impacts sur la qualité des raisins et sur les rendements, en fait. Donc, on a des grosses problématiques au niveau d'identification des zones qui seraient, par exemple, à prioriser pour l'irrigation. Mais pas seulement, on a aussi besoin d'identifier des zones où il y a une nécessité d'adapter des pratiques au niveau de l'enherbement, par exemple, voire de réfléchir à plus long terme sur des encépagements ou des densités de plantation. En fait. Donc, il n'y a pas que la problématique de prioriser les zones d'irrigation, c'est aussi identifier les zones où il y a peut-être besoin de réflexion à plus long terme. Donc, au niveau de la problématique, ça a été de voir comment on peut suivre le statut hydrique de la vigne à partir des données de télédétection. La première phase, c'était déjà d'identifier en fait les domaines spectraux dans lesquels on va avoir des impacts du statut hydrique. Le deuxième objectif, c'est de vérifier si, avec le satellite Sentinelle-2, on peut effectivement voir les impacts du statut hydrique. Est-ce que les bandes qui sont disponibles dans ce satellite correspondent à ce dont on a besoin? La dernière, ça a été de valider en fait le modèle sur plusieurs cas d'études pour avoir des retours des viticulteurs. En fait, donc c'est un peu plus ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur le modèle qui a été développé. Et la dernière phase, où on est en train de travailler dessus pour développer un service commercialisable et opérationnel. Au niveau de la première phase, vous disiez essayer de comprendre le signal. Donc là, on a fait des mesures hyperspectrales, donc vraiment pour avoir tout le spectre de la végétation. En parallèle, on a fait des mesures terrain de potentiel de tige. Donc ça, c'est des mesures assez précises qui nous permettent d'avoir le statut hydrique de la vigne au même endroit où on a pris des données. Donc si vous voulez voir un peu plus en détail, on a une première publication donc, qui a été faite au début de l'année sur les résultats de ces recherches. La deuxième phase, ça a été de regarder cette fois-ci avec les images sentinelles. Donc selon les domaines qu'on avait identifiés comme prometteurs, utiliser les bandes qui correspondaient au domaine prometteur et développer donc un modèle de prédiction donc, des potentiels de tige. Donc ça a été l'objet d'une deuxième publication donc, qui a été publiée donc, le mois dernier. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'évaluation du modèle. En fait, on a été faire des échanges avec 5 domaines viticoles où ils nous ont donné donc, toutes leurs parcellaires, les variétés, les types d'irrigation, tous les suivis météo. Ensuite, j'ai fait des cartes et des suivis temporels et essayé de voir avec eux si ce qu'on voit, nous, sur les cartes, ça correspond à ce qu'eux connaissent ou pas de leur parcelle. Donc là, on a une troisième publication qui est en cours. Donc, au niveau des premiers résultats qu'on a, c'est un domaine donc, lui, qui a en fait une partie de ses parcelles qui sont non irriguées, une autre partie où il a une irrigation au goutte à goutte au sol et une partie avec une aspersion aérienne. Donc, sur ce graphique, on a le temps en fait, de mi-juin à début septembre et la prédiction du potentiel de tige. Donc, plus on va vers des valeurs petites, plus on est stressé. Et donc, on voit bien que la plupart, donc toutes ces parcelles qui étaient non irriguées, puisqu'en fait, il n'y a pas la possibilité d'irriguer tout ce qu'il veut, toutes ces parcelles, on voit bien qu'elles ont quand même plus souffert que des parcelles qui étaient en aspersion et que celles qui ont eu le moins souffert, on va dire, c'est celles qui étaient au goutte à goutte au niveau du sol. Donc là, on était vraiment assez content de pouvoir déjà identifier des parcelles non irriguées, des parcelles irriguées. On voit bien la différence tout au long de la saison. Et on voit même donc au début juillet où il a eu quelques problèmes au niveau de son système d'irrigation qu'il a dû couper, etc. Donc, il y a eu pas mal de petits problèmes. Et effectivement, ça se ressent. Ici, on voit bien que le goutte à goutte aérien, en fait, il n'a pas pu se faire comme prévu. Et on voit tout de suite l'impact sur la prédiction du potentiel de tige. De la même façon, ici, on a l'évolution de la température moyenne journalière et la prédiction du potentiel de tige. Donc, on voit très bien que c'est inversement proportionnel, en fait. Et on voit aussi notamment les pics de température qu'il a pu y avoir le 1er août ou au niveau du 11 juillet. On voit tout de suite l'impact
sur la prédiction du potentiel de tige qui descend dès qu'il y a un pic de température. Donc, on a des cohérences au niveau temporel qui sont vraiment très prometteuses. On a également regardé ces évolutions donc, en termes de vin et de parcours hydrique. C'est-à-dire que la vigne, on ne va pas rechercher à la stresser, entre guillemets, à lui mettre une contrainte de la même façon quand elle est au stade, entre guillemets, de croissance, stade petit pois, que quand elle va être en stade de maturation. Pendant sa croissance, elle ne va pas forcément supporter d'avoir une contrainte élevée. Il faut qu'elle ait le plus d'eau, entre guillemets, possible pour pouvoir vraiment bien se développer. Donc ici, on voit que on a une contrainte qui va un petit peu au niveau objectif d'être de plus en plus élevée pour atteindre un plateau, en fait, ici au niveau donc, de début août à début septembre, au niveau de la maturation, où là, on va chercher à la stresser un petit peu plus pour concentrer, par exemple, les composés aromatiques qui sont intéressants dans les baies. Donc, on a des parcours un petit peu comme ça. Donc là, on a regardé sur un vignoble qui gère très bien leur irrigation, qui arrive à irriguer pratiquement toutes leurs parcelles. Donc, on a regardé la moyenne de toutes leurs parcelles sur toute la saison. Et on voit qu'effectivement, la gestion est, vraiment correspond en fait à un parcours hydrique pour des vins rouges corsés. Donc là aussi, on a une évolution temporelle vraiment très intéressante. Au niveau spatial, on a aussi des choses très intéressantes qui ressortent. Notamment, on avait regardé donc, cette parcelle-là qui, tout au long de la saison, en fait, semblait ne pas trop souffrir puisqu'elle était plutôt en confort hydrique dans des zones bleues à vertes. En fait, en parlant avec le viticulteur, il nous a dit « Oui, mais j'ai juste un puits qui sort pile là, en fait. » Donc, un endroit où il y a plutôt une disponibilité en eau assez grande et qui, effectivement, cette parcelle ne souffre pas vraiment du stress hydrique, même si il nous a dit on arrive quand même à avoir une zone que lui avait également identifiée, donc au sud-ouest de sa parcelle, où en fait, il y a une différence au niveau du sol. Et ce sol, selon lui, stockait moins l'eau. Et ce qu'on voit exactement sur nos images, en fait, on voit bien que cet endroit de la parcelle semble un petit peu plus souffrir, même si on reste quand même dans des zones vertes. Hein. On n'est pas en contrainte en orange, par exemple. Mais on voit bien la différence au sein de la parcelle. Et au niveau interparcellaire, on a aussi des choses intéressantes. Au niveau, par exemple, là, de tout un domaine, on a cette image, donc on a moyenné à la parcelle 2 jours après une pluie. Donc on voit bien que pratiquement tout le vignoble est en bleu, bleu foncé, vert foncé. Et on a pris donc le même vignoble avec une image pendant une vague de chaleur, donc qui était début juillet. Et là, on voit bien d'un coup l'impact en fait, de cette vague de chaleur, même si on est quand même sur un vignoble qui est entièrement irrigué. Donc, on reste dans des zones oranges. Donc, on n'est pas dans des zones jaunes, pardon, on n'est pas dans des zones oranges. Mais on voit quand même bien la différence 2 jours après une pluie ou pendant une vague de chaleur. Donc, ça, on est assez content de ces tests qui sont assez prometteurs. Donc, on a d'autres validations cette année qui vont être en cours sur d'autres vignobles tests avant de pouvoir mettre en place un service commercialisé, on espère vraiment l'année prochaine. Au niveau des futurs des projets, donc on a également 2 chercheurs donc post-doctorants qui sont actuellement donc avec l'école d'ingénieurs de Purpan et Montpellier Supagro. Donc un qui va travailler sur la détection des maladies, essayer d'appliquer des modèles de détection en fait sur des parcelles sans vérité terrain, parce que ça c'est aussi la grosse problématique au niveau de la télédétection de la vigne, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données terrain. Donc, il va essayer de tester des algorithmes en fait, d'adaptation de domaine pour voir aussi si ce qu'il voit sur le drone, ça peut être appliqué à des images satellites. Et on en a un deuxième qui travaille aussi un peu plus sur essayer d'extraire de la variabilité spatiale et temporelle des images sentinelles, des composantes qui peuvent être liées au stress hydrique. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Jacques. Merci beaucoup, Ève. Si vous pouvez enlever le partage de votre écran pour que Jacques puisse mettre le sien. Et donc, après cet apport plus sur les projets de recherche en cours, Jacques va nous parler des applications en mode présentation. Voilà. Est-ce que… mais en paramètres d'affichage. Super. Voilà, est-ce que ça va comme Très ça? bien, impeccable. Bon, bonjour à tous et merci et bravo pour l'organisation de ce webinaire.
Donc, je vous parle un petit peu de l'apport de la télédétection pour le conseil viticole, tel qu'on l'a développé à l'ICV. Donc, c'est parti d'un constat qu'on a eu en 2006, où d'une part, on savait qu'il y a un fort lien entre la vigueur et la qualité ou la rentabilité d'une parcelle, avec des niveaux de rendement ou de qualité de raisin qui peuvent être adaptés à certains profils, que l'hétérogénéité intraparcellaire est toujours beaucoup plus importante que ce qu'on peut estimer. Et il y avait un autre constat qui était l'agrandissement des structures viticoles, ça veut dire la difficulté à visiter toutes les parcelles en même temps. Dans le même temps, dans ces années-là, il y a eu ce qu'on peut appeler la démocratisation de la télédétection avec des outils qui sont devenus accessibles pour, je dirais, les professionnels, ce qui nous a amené à développer un outil de la décision qu'on appelait Enoview. Donc ça, c'est un service de cartographie du vignoble qui est en place maintenant depuis 2009. Donc en 12 années, pardon, actuellement, on traite à peu près 10 000 hectares chaque année. Et c'est un service qui a été développé au départ avec une filiale Airbus qui s'appelait Infoterra, puis depuis 2014 avec Terranis. Donc, ce qu'on a cherché, c'est à développer différentes applications à partir de la mesure de la surface foliaire. Donc, il y a soit des applications intraparcellaires au vignoble, à la parcelle. En intraparcellaire, c'est tout ce qui permet d'optimiser les apports d'intrants, en particulier la fertilisation, ce qui permet de diriger les échantillonnages pour tout ce qui est analyse de sol, contrôle de maturité. Et c'est également un outil à l'échelle interparcellaire pour optimiser le pilotage vendange. Mais c'est aussi un outil en cave, ça veut dire que c'est un outil qui permet de faire des sélections de raisins en fonction des styles de vin visés et de constituer des lots de parcelles qui sont adaptés à des objectifs de vinification. Donc, c'est un outil qui utilise l'imagerie satellitaire. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser du spot ou on a utilisé différents satellites. Actuellement, avec le spot, il faut 8 secondes pour scanner un demi-département. Donc, ça veut dire qu'en 8 secondes, on a l'évaluation de plusieurs milliers d'hectares de vignes. Donc, ça, c'est un gros atout par rapport à tout ce qui est visite sur le terrain, où il faudrait plusieurs journées, voire semaines, pour faire les mêmes visites. On utilise des algorithmes qui ont été développés par Airbus, appliqués en grande culture avec FarmStar, donc, qui est un service de télédétection en grande culture qui a été développé depuis une vingtaine d'années. Donc, ces algorithmes ont été adaptés en viticulture. Et donc, cette chaîne de production permet de respecter les délais, ça veut dire de traiter de grandes surfaces rapidement. Là, je vais vous montrer deux applications concrètes. L'une, c'est la sélection parcellaire. Donc là, c'est le cas des sélections de Sauvignon, où à partir de Sauvignon, on cherche à faire deux types de vins. Des vins à profil de thiol, donc en fonction de la dominance de ces arômes, et d'autres vins. Donc là, c'est un cas concret avec les vignobles de Vendéol, donc une coopérative de l'Ouest Audois, sur plus de 200 hectares dispersés sur 30 km, et où on a pu faire une sélection sur deux qualités de vin uniquement par des données satellitaires, deux qualités de parcelles. Déjà, au niveau de l'analyse sur les mous reçus en cave, donc la cave ayant fait deux séries de récoltes, l'une pour les potentiels thiol, l'autre pour le standard, on voit que sur les précurseurs d'arômes, la prédiction était juste et qu'effectivement, les lots identifiés comme thiol avaient beaucoup plus de précurseurs. Et au niveau de la qualité des vins, là, vous avez le commentaire du responsable technique, Marc Dufaux, de Vendéol, qui dit qu'effectivement, cette sélection a permis d'obtenir de l'eau avec des profils sensoriels très différents. Et donc, c'est un outil qui a été jugé complémentaire du travail des techniciens en vignoble. Autre application qui est développée, c'est tout ce qui est à l'échelle intraparcellaire. Et là, vous avez un exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire pour moduler les doses de fertilisation à l'intérieur d'une parcelle. Donc, on part de cartes de vigueur avec des zones d'hétérogénéité différentes. Pour chaque zone, on va affecter une quantité de fertilisants à adapter. La carte, donc là, en l'occurrence, la carte a été faite avec un logiciel développé par New Holland. Ensuite, celui-ci est transféré dans une console de guidage, en l'occurrence une console de guidage Trimble,
qui permet de géolocaliser en permanence le tracteur. Et au fur et à mesure que le tracteur se déplace dans la parcelle, l'épandeur d'engrais va moduler les doses d'engrais. Donc ça, ce travail-là a été lancé en particulier dans les domaines des grands chais de France à Bordeaux, en 2016, donc 5 ans déjà. Et ces cartes-là ont été utilisées pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, en 2020, il y a eu l'évaluation du travail fait par une nouvelle campagne de cartographie. Et on voit que des parcelles qui étaient très hétérogènes, grâce à cet épandage d'engrais localisé, sont devenues homogènes. Et pour le responsable vignoble du pôle Libournais, cet outil a permis d'une part une meilleure gestion des maturités, ça a permis de maîtriser les budgets de fertilisation, ça veut dire de les diminuer légèrement, et surtout d'homogénéiser les parcelles, donc de rendre plus efficaces les budgets de fertilisation. Donc, ce qui est en cours de développement, grâce entre autres aux travaux de la thèse la thèse d'Ève et des thèses précédentes, c'est utiliser toute la connaissance sur l'évaluation de l'état hydrique de la vigne à partir des données sentinelles, ce qui va nous permettre de développer du conseil autour de l'irrigation. D'abord, de faire des cartographies de vignobles. Alors, ça peut être des cartographies qui permettent de caractériser les terroirs, voir à l'intérieur des parcelles, de cartographier les besoins d'irrigation. Ça peut être donc des outils d'aide au pilotage d'irrigation, donc complémentaires de toutes les mesures qu'on fait déjà sur le terrain. Ça peut être aussi des outils où, à l'échelle d'un domaine, on va pouvoir dimensionner des réseaux d'irrigation en fonction de zones de vignes avec les mêmes besoins. L'autre autre service qui est en cours de développement, c'est tout ce qui tourne autour du suivi temporel des vignes. Donc, il y aura bien entendu le suivi de l'état hydrique, mais tout simplement le suivi de la croissance de la vigne, s'assurer que le développement de la vigne est régulier et constant, et avec un focus sur les jeunes vignes, qui sont quand même un investissement très important, où on a montré qu'on est capable de détecter des anomalies de développement, ça veut dire la présence d'adventices ou des hétérogénéités ou des zones de mortalité par le suivi satellitaire. Voilà quelques exemples d'applications concrètes de la télédétection dans le cadre du conseil viticole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Ça permet effectivement, on n'avait fait qu'un webinaire sur la vigne et sur la transition écologique, donc c'est une belle complémentarité. Merci. Si tu peux enlever ton diaporama, voilà, comme ça, Harold va poursuivre sur le point de vue enseignement, je suppose. Oui, du coup, c'est bon, vous voyez mon écran? Non, pas encore. Alors, ah là, c'est quand on a deux écrans, il faut faire les bons choix. C'est tout bon, c'est que je ne partageais pas le bon. Normalement, ça devrait être voilà, arrivé. En mode présentation. Et voilà. Très bien. Donc, merci Philippe, et puis bonjour à tous, merci d'être là pour ce séminaire. Donc, je vais effectivement faire un petit passage sur l'enseignement. Je suis Harold Clénet, je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan et rattaché à l'UMR d'INAFOR, donc une UMR INP Toulouse INRAE, et je suis le directeur de thèse de Ève, donc qui vous a déjà fait un petit résumé de nos travaux de recherche. Donc là, l'objectif, ça va être de vous parler un peu plus spécifiquement de comment on peut traduire ça sur des thématiques enseignement et du coup, ce qu'on fait à l'école d'ingénieurs de Purpan concrètement. Juste pour rappel, vous ne connaissez pas forcément cette école, donc c'est une école d'ingénieurs, donc on est sur une école privée, sur un statut associatif. On a un cursus en 5 ans et donc on recrute en post-bac, donc du coup on a un parcours complètement intégré sur ces 5 années, avec une formation relativement généraliste, plutôt orientée agriculture, agroalimentaire pour les domaines principaux. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et puis de manière plus générale quotidiennement, c'est les aspects télédétection et viticulture à l'école, et on va avoir plusieurs interventions qui s'y rapportent sur l'ensemble du parcours. Donc je vous ai listé ces interventions. Donc on va avoir un premier contact avec les étudiants sur le cycle bachelor, donc en première année.
Et on va se servir d'Excel, de l'apprentissage d'Excel avec un cas concret sur la ligne. Donc, c'est celui que je vais vous présenter après, juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on fait. Il y a après des approches plus classiques avec notamment sur des options et options orientées agriculture numérique où on va parler traitement d'images satellites, calcul d'indices de végétation. Et puis après, plus on va avancer, plus les étudiants vont être avancés dans leur parcours. On va aller s'intéresser à des questions qui sont plus vraiment les questions de recherche, jusqu'à la formation par la recherche et l'encadrement de thèse, donc qui permet d'avoir une vision assez complète de ces activités et puis des questions qui sont d'intérêt pour les étudiants et donc les futurs professionnels. Donc, j'ai choisi de me concentrer un peu sur cet exemple du cycle bachelor parce que c'est quelque chose qui me semble un peu concret, qui donne vraiment une idée de ce qu'on peut faire pour les étudiants. Et en fait, l'idée, c'est que donc ils ont un module de découverte des outils numériques de base, dont la suite Office et l'utilisation d'Excel. Et pour mettre en pratique un petit peu cet apprentissage, on s'appuie sur un exercice qui a pour thème la détection des maladies, et en particulier de la flavescence dorée, donc qui est directement issu d'un des axes de recherche qu'on a à l'école depuis quelques années. Et en fait, au travers de cet exercice sur Excel, on va toucher du doigt plusieurs points. Donc, vous avez ici, sur ce premier exemple, une découverte en fait, de ce qu'est une signature spectrale optique pour des pieds sains ou des pieds malades et comment ça peut se traduire en termes de signature. Donc, on a cet exemple assez facile à reconnaître ici dans le visible, où on va avoir des pics dans le vert ou dans le rouge en fonction de l'état sanitaire de la plante. Donc, bien évidemment, comme l'a mentionné Eve tout à l'heure, quand on a une décoloration rouge, facilement identifiable ici, on va avoir une détection de la maladie, de la flavescence dorée. Donc, on leur fait travailler sur des opérations simples, sur de la lecture de graphiques. Et on va aller toucher sur l'étape suivante, l'idée d'indice de végétation. Ça va rejoindre une des questions que j'ai vu passer au fil de la présentation. Un des intérêts, c'est aussi de pouvoir montrer qu'un indice de végétation, c'est un proxy. C'est intéressant pour avoir au premier ordre une information sur la végétation, mais ça reste limité en termes d'utilisation, notamment quand on l'applique à un processus cartographique où on va aller travailler sur plusieurs pixels au sein d'une parcelle, voire plusieurs pixels au sein de parcelles différentes. Et ces indices, ils vont avoir des limites et on ne va pas pouvoir les utiliser de façon systématique. Donc ici, on leur fait comparer plusieurs indices. On leur fait calculer à la main avec une opération sous Excel, définir des seuils pour pouvoir déterminer, suivant une formule, puisque c'est bien là aussi l'objectif pour eux, à partir d'une formule, être capable de déterminer un état sanitaire. Donc voilà, c'est une démarche assez progressive. On fait le lien entre les signatures hyperspectrales, multispectrales, la pertinence de différents indices. Et l'objectif, c'est de les amener jusqu'à une vision un peu cartographique de la question, donc, où ils vont travailler sur pixel à pixel pour essayer de visualiser un petit peu les résultats de ces différents indices et puis voir qu'en fait, chacun va avoir ses avantages, ses inconvénients, mais que finalement, il va falloir aller aborder des traitements un peu plus complexes et des opérations, des combinaisons d'informations pour pouvoir faire des cartes qui soient vraiment utilisables et montrer jusqu'où il faut aller dans ce traitement pour être exploitable par un viticulteur ou un acteur de la filière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les amener à appréhender l'ensemble de la démarche, voir comment ça fonctionne, et puis du coup, retrouver en fait dans les années qui suivent, après notamment dans ces options agriculture numérique, passer de la démarche pixel à pixel, comme ça avec une formule, à une démarche plus complète où on va vraiment traiter de la donnée satellite. Donc ici, je vous ai mentionné l'exemple sur ce cycle ingénieur en 4e année, où donc là, on est pareil, on a une notion, on a toute une partie théorique sur le traitement d'images satellites de drone, et puis ils ont un petit cas concret où ils vont travailler pendant 2-3 jours sur un mini-projet. Donc en 2019, on avait travaillé plutôt sur le NDVI et les cycles phénologiques sur l'exploitation agricole de l'école, donc le domaine de la mode, puisqu'en fait, on a la particularité d'avoir une ferme à l'école. On n'avait pas encore utilisé la vigne jusque-là. L'objectif, c'était de pouvoir utiliser notamment ces travaux sur le stress hydrique. Avec l'année dernière et la Covid, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, donc on espère que l'année prochaine, ce sera la bonne. Et l'idée, là, ce serait de faire travailler les étudiants sur du traitement d'images Sentinelle-2, sur différents secteurs géographiques et de tester différents indices, notamment le REP que Eve avait déjà testé, et de pouvoir suivre sur une saison cette évolution du stress hydrique. Voilà, donner aux étudiants les clés pour comprendre la méthodologie, être capable aussi d'interagir
ensuite avec les acteurs, les différents acteurs, soit des gens spécialisés en télédétection, que ce soit des acteurs de la filière, et qu'ils aient bien toutes les clés pour comprendre les enjeux de ces métiers. Voilà, je termine juste du coup en faisant un petit peu de promotion. Si jamais vous avez des offres de stage et que, par exemple, sur ces thématiques numériques, vous avez envie d'avoir un étudiant pur pané à vos côtés, voilà, n'hésitez pas à déposer ces offres sur notre plateforme que j'ai indiquée en bas. Voilà, j'espère avoir été rapide sans l'être trop. Et bien sûr, on va répondre avec plaisir à toutes vos questions. Merci Harold, merci d'avoir rattrapé un peu le temps pris par les autres. Donc J'ai très fait bien. mon maximum. Ah, un petit On a perdu Philippe. bug, je pense, du côté de Philippe. Hop. On peut peut-être prendre le relais du coup, sinon ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'il va revenir en pas longtemps. Il y avait une première question. Je vais faire dans l'ordre du coup. Normalement, c'est pas à moi d'animer, mais on va essayer de prendre sa place. Donc la première question sur comment sont utilisées les données Sentinel dans la mise en place du modèle de potentiel de tige. Donc c'est vrai que je n'ai pas forcément eu le temps de tout détailler au niveau du modèle. Je vais essayer de revenir, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, en fait, l'idée au niveau des mesures de terrain, en fait, ce que je disais tout à l'heure, on a fait des mesures de potentiel de tige. On est allé dans des parcelles où on a réalisé en fait, des mesures à l'intérieur de placettes, donc qui faisaient la taille des pixels de Sentinel-2. Donc, on a essayé de prendre un maximum de placettes au niveau de toutes nos parcelles. Et donc, à l'intérieur de ces placettes, on faisait environ 10 mesures de potentiel de tige, donc sur 10 vignes. Donc, ensuite, on fait la moyenne sur la placette du potentiel de tige en vérifiant bien sûr qu'il n'y a pas trop d'hétérogénéité. L'idée, c'était de prendre des placettes assez homogènes. Et sur donc, le même endroit, on va aller prendre les mesures en fait, sur l'image Sentinelle de la placette. Donc, de toutes les bandes, on va regarder toutes les réflectances dans les 10 bandes. Et à partir de là, j'ai testé, c'est vrai qu'on va rejoindre la question sur les indices de végétation. Pardon. Donc, j'ai d'abord, bien sûr, testé un peu tous les indices de végétation qui sont historiquement, au niveau bibliographie, identifiés comme étant reliés au statut hydrique de la vigne. On en avait un qui avait l'air assez prometteur, mais les résultats n'étaient quand même pas assez concluants pour arriver jusqu'à un service. Donc, au final, j'ai utilisé des algorithmes de machine learning, donc des algorithmes de régression, qui utilisent beaucoup plus de bandes que ce qui peut être utilisé dans des indices de végétation pour arriver à un modèle de prédiction du potentiel de tige. Donc, je ne sais pas si ça répond. Merci. Excusez-moi, pas de souci. J'ai été déconnecté à mon tour, donc. J'ai essayé d'un petit peu prendre le relais. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors peut-être deux questions plutôt sur l'intervention de Jacques concernant le potentiel thiol. Donc une question d'Anne-Cécile qui dit comment le potentiel thiol est-il lié à l'imagerie vignoble? Et il me semble qu'il y avait une autre question sur le potentiel thiol. Non, c'est cette question-là. Comment c'est lié à l'imagerie vignoble? Alors, il y a un lien entre la vigueur et la composition du raisin. Donc ça, on avait fait une publication en 2008 qui est dans le bulletin de l'OIV avec Suparo Montpellier et INRA, où on avait montré que sur les parcelles les plus vigoureuses, il y a à maturité plus d'acide malique, moins d'anthocyanes, un peu plus et des profils aromatiques différents. Donc en fait, Enoview mesure de façon rigoureuse la surface foliaire. De façon rigoureuse, ça veut dire que les modèles utilisés éliminent tous les artefacts liés à l'atmosphère, liés à la réflectance du sol. Donc, on a une véritable mesure robuste de la surface foliaire. Et à partir de ça, on peut identifier les parcelles en fonction de leur niveau de vigueur.
Et également, ce qu'on fait intervenir, c'est le niveau d'hétérogénéité intraparcellaire, pour être plus précis dans les lots. Et de cette façon-là, de façon indirecte, on arrive à identifier des parcelles qui présentent des profils œnologiques différents. Sur les blancs, dans le cas des sauvignons, c'est thiol ou pas thiol, mais sur les rouges, c'est des parcelles qui vont avoir un profil plutôt rosé, plutôt pour faire des rouges fruités, ou plutôt pour faire des rouges de garde. Voilà. Ok, alors peut-être pour continuer sur OnoView, est-ce que c'est payant et combien ça coûte? Qui paye? Alors, c'est un service payant, bien entendu. Hein, donc, et c'est ce qui paye, c'est le client, hein, forcément. Et le coût actuel du service est de l'ordre de 30 à 35 euros pour l'aide à la gestion des maturités, l'organisation des vendanges. Les cash d'affiliation sont autour de 25-30 euros. Et le suivi temporel, l'état hydrique, le tarif n'est pas encore défini, mais ce sera de l'ordre de, je pense, 25 à 30 euros l'hectare. Et cette offre de service, elle va en s'accroissant en termes d'usage ou est-ce que c'est un peu stable? Ça augmente régulièrement, mais on est entre, je vous dis, aux alentours de 10 000 hectares traités chaque année. Ce qui se développe beaucoup depuis quelques années, c'est tout ce qui est cartographie de fertilisation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas atteint, dans le domaine de la viticulture, l'importance relative de services comme FarmStar en grande culture. Je pense que c'est lié aux différences de structure d'exploitation. On a affaire à des exploitations viticoles qui sont généralement plus petites, moins mécanisées, ou dans lesquelles toutes les technologies de viticulture de précision sont encore moins développées. Les guidages par GPS, c'est quelque chose qui arrive depuis quelques années, alors qu'en grande culture, ça fait plus de 20 ans que les tracteurs sont équipés, par exemple. Ok. Alors, une question de Charles-Henri concernant qui dit que dans le cadre d'analyse de données spectrales par satellite, comment est-on capable de différencier la couverture végétale au sol de la canopée de la vigne? Je ne sais pas qui veut répondre à ces questions. Alors, je peux peut-être la prendre, parce que du coup, j'ai une figure que je peux partager, donc je vais le faire directement. Normalement, vous devez voir mon écran. Donc, en fait, cette figure, elle s'appuie sur le NDVI, donc un indice de végétation assez couramment utilisé. Donc, je m'en sers souvent pour montrer aux étudiants, en fait, la différence de signature spectrale et comment un indice fonctionne. Donc, ici, vous avez deux spectres de végétation, donc les deux qui sont en vert, et il y a ici un spectre de sol. Donc, on voit qu'en fait, déjà à l'œil nu, en fait, ces signatures, la forme que le spectre a n'est pas la même. Et en fait, quand on va aller utiliser des indices comme le NDVI, on va voir qu'on va avoir des valeurs similaires pour la végétation, parce qu'on va comparer, on va prendre l'information qui est dans l'infrarouge ici, qui est particulièrement haut pour la végétation, et on va la comparer à l'absorption dans le rouge, qui est plutôt bas, alors que le sol va avoir des valeurs assez similaires. Donc, en gros, on va pouvoir, avec cette information-là, déjà au premier ordre, distinguer le sol de la végétation. On pourrait aller plus loin, il y a en utilisant des techniques un peu plus compliquées, mais l'idée générale resterait la même. Ce qu'on peut quand même mentionner, c'est que, parce que là on rejoint les questions de recherche, c'est que quand on travaille par exemple avec des données à plus basse résolution spatiale, comme c'est le cas avec les données Sentinelle, où on va avoir des pixels à 10 mètres voire à 20 mètres de résolution, on va avoir d'autres problématiques qui vont se rajouter, notamment des problématiques de mélange, c'est-à-dire que les signatures à la fois du sol et de la vigne vont se retrouver au sein d'un même pixel, et donc il va falloir travailler sur la décomposition du signal pour retrouver les signatures de chaque composante. Donc là, c'est par contre des approches qui sont un peu plus compliquées, qui nécessitent plus de travail et où on est encore sur des questions de recherche plus fondamentales sur lesquelles on travaille justement pour essayer d'optimiser et d'extraire un maximum d'informations à partir de la donnée satellite basse résolution. Voilà. Donc, c'est des problèmes qu'on a aussi dans une certaine mesure avec les images drones, mais peut-être de façon un peu moins prononcée puisque les mélanges se retrouvent vraiment ponctuellement. On arrive quand même à avoir des spectres qui reflètent des pixels qui reflètent directement la vigne elle-même. Voilà. Merci. Des compléments? Non, c'est OK.
Alors, il y avait une question de Christophe concernant l'usage des drones. Au niveau de la surface optimale survolable par drone en une journée, Madame Pinel indiquait que cela était inférieur à 40 hectares, notamment pour la télédétection de la flavescence dorée. Pardon. À quelle hauteur de sol vole le drone et avez-vous utilisé des drones à voilure fixe ou uniquement des drones multirotors? Alors, c'est vrai qu'on a eu les 2 dans les différents projets qu'on a eu. On a eu, voilure fixe et multirotor aussi. Alors peut-être qu'Harold sera plus précis que moi, mais en une journée, on avait essayé de faire, donc déjà 2 parcelles, d'environ 1 hectare, chacune avec, drone multirotor. Alors honnêtement, la hauteur, effectivement, je me rappelle plus. Je sais qu'on était, ensuite à une résolution d'environ 1 centimètre, donc ça veut dire qu'il devait voler assez bas, donc ce qui prend, plus de temps et plus de batterie. Et effectivement, en un jour, on a pu faire en fait que 2 parcelles, avec cette résolution, spatiale, là et avec un drone, multirotor. Heu, je ne sais pas si Harold, tu te souviens Ouais, du coup, alors juste pour compléter, en fait, on a fait différents tests. Donc, en fait, il y a eu différentes altitudes de vol où on a essayé justement de travailler sur ces notions de résolution spatiale et de voir quels étaient les impacts sur notre capacité à interpréter le signal entre des altitudes très basses, qu'on a une très haute résolution, mais du coup, on couvre moins de surface. Puis, si on veut aller même jusqu'au bout, quand on est très bas, en fait, les rotors du drone font bouger la vigne. Donc, en fait, ça complexifie aussi le traitement de l'image derrière. Et puis, donc, des altitudes plus hautes où on couvre plus, mais avec une résolution plus faible. Sur les années où on a fait de la voilure fixe, du coup, là, on ne pouvait pas jouer sur l'altitude, on est resté à une altitude homogène qui permettait d'avoir une résolution effectivement d'1 centimètre par pixel à chaque fois, et qui sont des altitudes qui sont finalement assez couramment utilisées par les dronistes, et qui permettent en fait d'avoir une résolution suffisante pour travailler aussi sur la texture des feuilles, où là, on peut utiliser d'autres types d'algorithmes, comme des algorithmes de deep learning, où on travaille vraiment sur la reconnaissance de forme. Merci. Alors, il y a une question de Maël. Pouvez-vous rappeler l'utilité du modèle de prédiction de tige pour un OAD irrigation en vigne? C'est une dose d'eau qui est donnée en sortie du modèle ou plutôt une stratégie de pilotage? Et du coup, je fais le lien peut-être avec une question d'un étudiant, Romain, là, qui dit n'étant pas spécialisé, je veux savoir de quoi le potentiel de tige est un indicateur. Est-ce un lien avec le flux de sève dans la tige? Donc, si vous pouvez répondre à Romain et ensuite répondre à Maël. Je vais peut-être répondre. D'accord. Donc, le potentiel de tige, ça mesure la pression interne de la sève dans les plantes et c'est un indicateur d'état hydrique de la vigne. Ça veut dire que plus cette pression interne est élevée, plus la vigne est en situation de rationnement hydrique. Donc, c'est effectivement corrélé avec le flux de sève, même s'il n'y a pas de corrélation directe. On va dire que le potentiel de tige, c'est une mesure instantanée à un moment donné, alors que la mesure du flux de sève permet de faire un enregistrement sur un temps un peu plus long. Les deux sont des indicateurs d'état hydrique, et à partir de ces indicateurs d'état hydrique, on peut définir des parcours hydriques optimum en fonction des besoins de la vigne. Donc, une vigne dont l'objectif va être de faire du jus de raisin, du raisin de table, aura un parcours hydrique différent de celle qui est destinée à faire un vin rosé ou un vin blanc, de celle destinée à faire un vin. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, en tout cas, moi, c'est clair pour moi. Donc, je pense que oui. Merci. Peut-être revenir sur une question là pour Harold et l'enseignement en cycle bachelor. Quel est l'intérêt d'utiliser Excel plutôt que le QGIS gratuit et capable de récupérer des images Sentinelle et faire des calculs? Alors, en fait, la première réponse, je vais effectivement rebondir, c'est qu'on est en cycle bachelor en première année. Donc, en fait, on a des étudiants post-bac. Donc, en fait, il faut juste remettre en perspective. En fait, ils sont déjà pas forcément à l'aise avec des calculs numériques simples. Donc, la notion même de cartographie, il y a une étape intermédiaire. Donc, l'objectif d'Excel, c'est de faire une espèce d'approche pas à pas où on va commencer par travailler sur un spectre, sur des valeurs numériques bien précises qu'ils sont capables d'identifier.
comprendre les mécanismes et les différentes étapes. Et c'est comme ça qu'on arrive après, par contre, dans les années qui suivent, et notamment on commence à partir de la deuxième année, même à la fin de la première, en fait, on commence à leur faire toucher aux outils, au système d'information géographique. Alors en pratique, nous, chez nous, on utilise ArcMap et pas QGIS, mais c'est totalement discutable et c'est un choix historique, parce que QGIS a bien évidemment aussi des avantages. Donc du coup, on commence à leur faire toucher un petit peu à ces logiciels-là et à leur faire manipuler de la donnée cartographique. Mais en fait, finalement, on ne réutilise sur les exemples vignes dont l'objectif est de parler aujourd'hui qu'à partir de la quatrième année. Et c'est voilà, juste pour des questions pratiques d'exemples choisis à ce moment. Après, on est bien d'accord que l'intérêt des logiciels de SIG, il est évident pour le traitement de volume de masse, notamment qu'on peut intégrer de la donnée Sentinel. Mais on a vraiment l'objectif que les étudiants comprennent ce qu'ils font et que ce ne soit pas juste du clic-bouton où le logiciel fait, il transforme une image en une autre image et je récupère un peu bêtement ce qu'il y a à la sortie. Voilà. Merci, je me doutais que ça devait être un peu de ça. Une question de Jean-Philippe Bernard. Alors, peut-être noter que Jean-Philippe a fait une observation sur l'usage des drones et en particulier sur le fait effectivement qu'ils volent à une hauteur de 100 mètres pour une résolution de 8 cm en prenant l'exemple des drones voilure fixe. Et pose une question, nous avons utilisé un drone dans la chambre en Charente-Maritime. Nous avons utilisé un drone à voilure fixe pour le suivi de la flavescence dorée, mais les conseillers vitis de la chambre étaient peu convaincus, notamment d'une apparition des symptômes d'abord sur les feuilles du bas. Quel est l'objectif de votre suivi de la flavescence? Alors, je peux peut-être prendre la main pour répondre, mais quelqu'un pourrait éventuellement compléter. En fait, un des objectifs avec l'imagerie drone, c'est de pouvoir cartographier en fait, avec précision les pieds qui sont touchés. Un des premiers points, c'est qu'effectivement, si seules les feuilles du bas sont touchées, sont décolorées et qu'elles sont recouvertes par les feuilles supérieures, de toute façon, en télédétection, on ne le verra pas, que ce soit du drone ou du satellite, elles seront masquées. Donc, voilà, le drone, il regarde par-dessus, on ne voit que la partie superficielle. Donc, de toute façon, on passera à côté. Donc, ça, de toute façon, la télédétection a des limites pour certains cas concrets. D'un point de vue pratique, en fait, l'approche qu'on a choisie, en tout cas à Purpan, ces dernières années, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, et notamment par drone, parce qu'avec la haute résolution spatiale, on pouvait travailler sur la reconnaissance de structures dans les feuilles et donc détecter assez précisément la flavescence. Comme il y a pas mal de gens, d'acteurs qui s'y sont mis et que du coup, nous, on travaille plutôt sur le volet recherche fondamentale, l'idée, c'était d'essayer de trouver un autre credo. Et en fait, on a choisi de partir sur l'utilisation de données basse résolution, donc par exemple Sentinel, alors basse résolution, reste relatif, avec comme objectif de pouvoir identifier des foyers. C'est-à-dire dire, on va peut-être pas voir toutes les détections, mais on va être capable de dire ici, on voit un certain nombre, une composante du signal qui serait liée à la flavescence. Et donc, du coup, ça vaut le coup d'aller orienter la prospection sur ces secteurs-là pour optimiser un petit peu les efforts humains qu'il y a à faire derrière. Donc, voilà. Donc, pas une cartographie spécifique, mais bien une cartographie globale. Et dans ce genre de cas, du coup, on n'a pas besoin de forcément voir toutes les signatures, toutes les détections, y compris les feuilles du bas. Mais si on en voit suffisamment sur les parties supérieures, et du coup, on arrivera à détecter ces foyers. Merci, il nous reste 3 minutes. Alors, il y a 2 questions. Une que je ne comprends peut-être pas trop. À quoi nous servent les cartes d'hétérogénéité concrètement? Est-ce que quelqu'un comprend cette question et veut y répondre? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Les cartes d'hétérogénéité sont intéressantes à partir du moment où elles caractérisent la structuration spatiale de l'hétérogénéité. Ça veut dire à l'intérieur d'une parcelle des zones homogènes. À partir de ça, on va pouvoir d'une part identifier les parcelles les plus hétérogènes et celles sur lesquelles agronomiquement on pourra faire des interventions. Donc là, ce n'est même pas la carte, c'est juste l'indice d'hétérogénéité qui permet d'identifier rapidement les parcelles sur lesquelles on a intérêt à voir de plus près ce qui se passe. Et ensuite, les cartes d'hétérogénéité proprement dites vont donner des zones à l'intérieur desquelles on va pouvoir adapter des pratiques différentes. Pratiques différentes, ça peut être la fertilisation, ça peut être la taille, ça peut être l'exerciçage. Et on a des domaines que l'on suit depuis 10 ans avec NoView, qui chaque année utilisent ces cartes-là pour adapter les signaux techniques à l'intérieur d'une parcelle en utilisant ces cartes zonées. Alors, merci. Une dernière question sur
Elle a répondu, Ève, à la question que je voulais poser. Donc, elle avait déjà répondu sur le deep learning. Tu avais dit que peut-être complète à l'oral pour ceux qui n'ont pas le temps de voir la réponse. Oui, Ève. Ton micro, Ève. Pardon. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas utilisé d'approche de deep learning pour le statut hydrique parce que ça demande vraiment des nombre de données très conséquents. Et que même avec 3 années de campagne passées donc, sur le terrain pendant donc, les 3 ans, avec beaucoup de stagiaires de l'ICV, etc., on est arrivé à environ 350 données, donc, ce qui est suffisant pour du machine learning, mais pas assez pour du deep learning. Clairement. Par contre, il y a eu des tests, donc là c'est l'autre question sur la flavescence dorée. Il y a eu des tests sur des mesures hyperspectrales notamment, donc en utilisant vraiment tout le spectre. Et même en ayant tout le spectre de végétation, c'était quand même, ça restait compliqué en fait de faire la différence entre les flavescences dorées ou autres maladies et en fonction de comment s'expriment les symptômes, même en ayant tout le spectre, c'est pas forcément évident en fait à différencier. Merci beaucoup. Il restait une question, mais qui concernait les vergers. Donc là, je vous conseille d'aller voir l'agro-webinaire sur l'arboriculture, la proxydétection en arboriculture. Et ensuite, vous pourrez poser la question aux collègues de Bordeaux qui avaient réalisé ce webinaire. En tout cas, merci à tous. Merci tous les trois. La semaine prochaine, nous parlerons de la transition agroécologique des élevages. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci Ève, merci Harold, merci Jacques pour vos interventions très intéressantes. Au revoir et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.